Du syndicat des médecins du secteur libéral de Safi et de la région m'avoir convié pour célébrer avec eux leur 22e journée médicale. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, surtout pour traiter les cancers colorectaux. C'est un sujet qui est très vaste, mais je vais essayer un petit peu de répondre un petit peu à toutes les questions et d'attirer l'attention et l'intérêt de tout le monde. Je comprends très bien que tout le monde n'est pas de la même spécialité, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, ces cancers colorectaux, ils constituent le 3e cancer de tous les cancers. Ils sont les premiers cancers parmi les cancers digestifs. Ils constituent la 2e cause de mortalité, particulièrement après l'âge de 85 ans, et il se voit surtout chez les sujets de plus de 50 ans. Il faut connaître les facteurs de risque parce qu'ils sont très importants à connaître pour pouvoir faire le dépistage et le diagnostic précoce. Et en premier lieu, c'est le polype colique et rectal qu'il va falloir connaître. Évidemment, le diagnostic doit être évoqué chaque fois qu'il y a des rectorragies, surtout chez un sujet de plus de 45 ans. Et l'examen clé, c'est la coloscopie qui va permettre de voir cette lésion et de la biopsier pour avoir le diagnostic de certitude. Le bilan d'extension, il a amplement bénéficié des progrès de l'imagerie et particulièrement de l'échoendoscopie et de l'IRM. Le traitement de ces cancers leucorectaux, il est essentiellement chirurgical pour les cancers coliques et le haut rectum, et une association radiochimiothérapie-chirurgie pour les cancers du moyen et du bas rectum. Les métastases hépatiques et pulmonaires, ce n'est plus une fatalité au cours de l'évolution de ces cancers colorectaux, puisqu'on arrive quand même à les guérir et à avoir une survie de 30 à 35% à 5 ans. Et donc, il ne faut plus considérer ces métastases hépatiques et pulmonaires comme un stade terminal de ces cancers colorectaux. Le pronostic, évidemment, il dépend de la précocité du diagnostic. Et vous voyez très bien qu'on passe de 91% de survie pour les stades précoces à une survie de 11% pour les stades un petit peu localement avancés. Et évidemment, tout ça, c'est le résultat d'une concertation pluridisciplinaire. Il n'est plus maintenant admis de prendre une décision thérapeutique seule, et toute décision thérapeutique doit être prise de façon collégiale au cours de ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors, sur le plan épidémiologique, les contrées un petit peu qui connaissent le plus ces cancers colorectaux sont essentiellement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie. L'Afrique du Nord, elle est considérée comme une région de moyenne incidence. L'incidence, elle est estimée aux alentours de 55 pour 100 000. Il y a une différence évidemment entre l'homme et la femme. Ce sexe ratio, elle est presque de 1, donc même incidence pour le rectum, alors qu'elle est presque du double pour le sexe masculin, pour les cancers coliques. J'ai pris essentiellement une enquête qui a été faite et qui a été présentée tout à l'heure par Sebolas. C'est le registre des registres ANAPAD qui a été mené à Marrakech entre 1996 et 2005 et à laquelle on avait tous participé. Ça nous concerne tous puisque Safi fait partie un petit peu de la région de Marrakech. Et donc ce qui a été ressorti de cette enquête, c'est la fréquence de ces cancers digestifs et surtout, un petit peu étonnant, les gens de Casa, ils ne sont pas d'accord. Il ne faut pas oublier que ce sont des cancers à partir de registres d'ANAPAD. Et là, on est sorti que les cancers de l'estomac, ils sont classés en premier lieu. Je ne sais pas quelle est votre impression ici à Safi. Et ils sont suivis, évidemment, des cancers colorectaux. Alors, les facteurs de risque qu'il faut connaître, ces facteurs de risque, il faut savoir que dans 80% ces cancers colorectaux, ils surviennent de façon sporadique, mais la plupart du temps sur un polype, qu'il y a un contexte familial dans 15% des cas, et puis une prédisposition génétique dans 5% des cas, particulièrement la polypose adénomatose familiale et les syndromes de Lynch HNPCC.
Les facteurs de risque qui sont clairement bien identifiés, c'est la sédentarité, c'est l'insuffisance de l'exercice physique, c'est une alimentation riche en viande, surtout donc en protéines animales, charcuterie, le tabagisme, il est incriminé dans la survenue de ces cancers, les antécédents de cancer évidemment, et puis vous le connaissez très bien, les maladies inflammatoires, la maladie de Crohn et la RCH, au bout d'une évolution de 10 années, il y a un risque de cancérisation. Les polypes, qui est la lésion précancéreuse par excellence de ces cancers colorectaux, qu'il va falloir connaître et rechercher surtout au cours de tout examen coloscopique. Il faut savoir que le risque est plus important quand ces polypes dépassent 1 cm, quand ils ont une base d'implantation sessile, quand leur nombre dépasse 10, et puis le vileux, il a un risque plus important que le tubuleux vileux, et enfin, plus le grade de dysplasie est important, plus le risque est important. Et donc, il y a une règle de 10, 10% des polypes sont des adénomes, 10% des adénomes sont de plus de 1 cm, et 10% de ces adénomes de plus de 1 cm, ce sont des cancers. Et vous voyez un petit peu l'intérêt de chercher ces polypes au cours de tout examen endoscopique. Et à travers là, on distingue 3 groupes de niveaux de risque. Le risque moyen, c'est tout sujet au-delà de 45 ans, et chez qui le dépistage de ces cancers colorectals peuvent être cherchés essentiellement par des hémocultes. Le risque élevé, c'est quand le patient il a un parent atteint d'un cancer colique, premier degré, et là il va falloir faire carrément un dépistage par une endoscopie. Quand il a un antécédent de polype, quand il a un antécédent de cancer, et au cours de l'évolution de la surveillance des maladies inflammatoires. Évidemment, quand il y a une prédisposition génétique, il faut carrément chercher une prédisposition génétique de la polypose adénomatose familiale et de ce syndrome de Lynch, où la colectomie, cette fois-ci, s'impose comme traitement préventif de ces cancers colorectaux. Un rappel anatomique, vous voyez très bien le cadre colique, le côlon ascendant. Bon, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant avec le sigmoïde. Évidemment, ce cancer peut se localiser n'importe où au niveau de ce cadre colique. L'ampoule rectale, où on distingue essentiellement donc 2 parties, une partie sous-péritonéale, une partie intrapéritoniale. La partie intrapéritoniale, c'est le haut rectum, elle est presque considérée comme un côlon, alors que la partie sous-péritoniale, elle a des caractéristiques un petit peu, enfin cette localisation à ce niveau-là, elle est un petit peu plus méchante, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette séreuse péritoniale qui constitue une barrière à l'extension des cellules néoplasiques, et par conséquent, le risque de récidive elle est plus grand. Donc, les 3 parties du rectum, le bas rectum à moins de 5 cm de la marge anale, le moyen rectum entre 5 et 10, et puis le haut rectum entre 10 et 15. Et vous voyez très bien que le haut rectum, elle est presque entièrement péritonisée. C'est pour ça qu'il est considéré comme un côlon. Et puis, en 1990, Hild, il a identifié une autre entité, c'est ce qu'on appelle le mésorectum. C'est cette partie qui entoure le rectum, cellule graisseuse qui contient les ganglions. Et cette identification de ce mésorectum, il a complètement changé la prise en charge de ces cancers du rectum, puisque vous voyez très bien qu'il y a un espace entre le fascia et la chirurgie de ce rectum. Évidemment, l'identification de ce mésorectum, il a très bien permis de voir un petit peu l'innervation, vous le voyez très bien, l'innervation qui est destinée à tous les organes pelviens, urinaires et génitaux et rectales. Et vous voyez, vous comprenez très bien que du moment qu'on va progresser dans cet espace, on va diminuer par conséquent les séquelles, le plus fréquemment au niveau du sigmoïde, dans 65% des cas, secondairement au niveau du séco-ascendant, et puis plus rarement au niveau du côlon transverse, et puis au niveau du rectum, ils peuvent se localiser au niveau du haut, du moyen et du bas rectum. Sur le plan macroscopique, les aspects réalisés, on peut avoir l'ulcéro-bourgeonnant.
Le sténoson, c'est lui qui prédispose à la sténose et il est plus fréquent au niveau du sigmoïde. C'est pour ça qu'on voit plus d'occlusion au niveau du sigmoïde. Alors que le bourgeonnant, on le voit beaucoup plus au niveau du sécom, et vu le volume du sécom, c'est pour ça que ces cancers du sécom se manifestent beaucoup plus par un syndrome tumoral masse de la fosse iliaque droite. Sur le plan microscopique, évidemment, ils sont représentés essentiellement par les adénocarcinomes, 94% des cas. Et puis, dans ces adénocarcinomes, il faut connaître la composante mucineuse colloïde, qui est un facteur de plus mauvais pronostic et qui est caractérisé par la présence de cellules parsemées de ces plages de mucus. Et puis, il y a les autres, évidemment, je passe. L'extension de cette tumeur, évidemment, il se fait tout d'abord au niveau de la paroi, à partir de la muqueuse, la musculeuse, pour atteindre la séreuse et pour envahir les organes de voisinage. Et puis, à partir de là, il va y avoir atteinte, essaimage des ganglions, et puis les emboles vasculaires, et qui va être à l'origine de métastases. Et donc, c'est à partir de là qu'on a la classification TNM. Le T, c'est un... Le T, c'est en fonction de l'extension tumorale au niveau de la paroi. Donc le TI, c'est l'intra, donc c'est l'in situ. Et puis on a l'intramuqueux. Le T1, c'est quand il y a atteinte de la sous-muqueuse. Le T2, c'est quand il y a une atteinte de la musculeuse. Le T3, c'est quand il arrive au niveau de la séreuse. Le T4, c'est carrément quand il dépasse la séreuse pour atteindre les organes de voisinage. Le N, c'est en fonction de l'atteinte ganglionnaire. Le N1, c'est de 1 à 3 ganglions, et au-delà de 3 ganglions, c'est le N2, et enfin, la présence ou non de métastases donc à distance. Et puis, à partir de l'association de cette extension en profondeur, l'atteinte ganglionnaire et les métastases, qu'on a une stadification, stade 1 jusqu'à stade 4 évidemment, tout en sachant que le stade 4 est le plus méchant, enfin stade le plus avancé. Les circonstances de découverte, donc on peut découvrir ces cancers au cours d'un dépistage systématique. Le signe principal, c'est une rectorragie et ou anémie, ou bien parfois une masse abdominale, alternance diarrhée, constipation, une altération de l'état général, et parfois ces cancers, ils se manifestent carrément par une localisation secondaire, une occlusion, une perforation ou une hémorragie, ou bien parfois on peut les découvrir à l'occasion d'une métastase qu'il va falloir faire le chemin inverse, c'est-à-dire rechercher le point de départ de ces métastases. L'examen clé qui va nous permettre de faire le diagnostic de ces cancers, évidemment, c'est la coloscopie. Il a une sensibilité de 90%. Évidemment, le grand avantage de cette endoscopie, c'est qu'il va permettre de voir la lésion et surtout de faire des biopsies pour avoir le diagnostic de certitude. Le lavement barité n'est indiqué finalement qu'en cas d'impossibilité de faire progresser le coloscope, c'est-à-dire qu'en cas de sténose. Un aspect c'est-à-dire de tumeur au niveau sécal, vous le voyez donc, cet aspect lacunaire et régulier. Le bilan d'extension, il y a un bilan d'extension local et un bilan d'extension à distance. Local, donc on l'a dit, c'est l'endoscopie qui va permettre de voir la lésion. Donc, seul obstacle, si vous voulez, à cette endoscopie, c'est quand il y a une sténose. Il faut toujours explorer la totalité du côlon. Un scanner abdominopelvien qui va nous permettre de voir un petit peu l'extension de l'envahissement au niveau pariétal et un peu de voir les organes de voisinage, l'atteinte du foie hépatique. L'échoendoscopie et l'IRM pelvienne, c'est surtout pour les cancers du rectum, ce qu'il faut savoir maintenant. Donc, de ganglions, d'adénopathie, de métastases hépatiques et de métastases pulmonaires.
puisque ces métastases hépatiques, qui représentent une localisation dans 40 à 60% des cas, suivi des adénopathies profondes, et puis les pulmonaires, et puis il y a les autres, c'est surtout en fonction des signes d'appel. Donc finalement, ce bilan d'extension, c'est l'examen clinique de concertation pluridisciplinaire. Le bilan opératoire, c'est pour apprécier l'opérabilité de ces malades, c'est pour rechercher la comorbidité, donc il va falloir préciser le bilan nutritionnel, faire un bilan cardiologique, pulmonaire, bilan biologique, et puis quand on envisage par exemple une chimiothérapie, il y a certaines chimiothérapies qui peuvent induire une cardiotoxicité, il va falloir faire un examen cardiologique tel que le 5-fluorouracil, ou bien donc faire un examen neurologique quand on envisage utiliser l'oxaliplatine qui peut induire une neuropathie. Au point qu'il est considéré presque maintenant comme un acte médico-légal. Alors, pour les traitements des cancers coliques, la chirurgie, c'est la principale arme, et cette chirurgie, elle a des règles, ce sont les règles de la chirurgie carcinologique.